Iril, t'es toujours aussi beau malgré cette correction, quel est ton secret? Écoute, je dirais que c'est beaucoup de légumes avant tout. Beaucoup de légumes. J'aimerais y incorporer le link qui a une cœur, mais je voudrais pas mettre de petites lignes, donc je dois restreindre à combien de lignes? Alors ta question c'est combien de crypto tu dois mettre avec 3-4 K? Encore une fois, je vais te donner la réponse longue et la vraie réponse. La vraie question, c'est pas avec 4000 qu'est-ce que tu fais, avec 10 000 qu'est-ce que tu fais, c'est avec ton profil d'investisseur qu'est-ce que tu fais. Est-ce que t'es quelqu'un qui utilise ces 3000 parce que c'est, j'en sais rien, un héritage, c'est de l'argent que tu peux perdre, entre guillemets, et c'est de l'argent avec lequel t'es prêt à prendre un petit peu plus de risques? Quel est ton profil d'investisseur par rapport à ça? Ou est-ce que c'est de l'argent auquel tu tiens plus et surtout auquel tu es moins enclin à vraiment perdre une certaine valeur, un certain montant? Pour ça, ce que je te recommande, c'est d'aller voir ma vidéo sur le guide du bull run, où justement j'ai toute une partie sur le profil d'investisseur, où tu peux aller voir, j'ai un petit quiz que j'ai fait où tu peux vraiment remplir des questions et voir un petit peu ton profil d'investisseur et voir si ça colle avec tes attentes. Mais demande-toi quelles sont tes convictions par rapport à ça. Le nombre de crypto que tu veux mettre, ça va vraiment être corrélé à ton profil d'investisseur, au risque que tu es prêt à prendre. Est-ce que tu veux prendre plus de risques et du coup avoir des potentielles récompenses qui sont plus hauts avec un risque de perte qui est plus haut, ou est-ce que tu veux être un petit peu plus conservateur et donc garder ce delta de risque et de gain plus faible? Plus tu vas vouloir garder le delta faible, moins tu vas avoir de crypto. Tu vas peut-être avoir Bitcoin, Ether et Solana par exemple, et plus tu vas vouloir évoluer, plus tu vas avoir un certain nombre de cryptos. Globalement, si tu as que 3-4 000 euros, je te dirais quand même de pas dépasser les 10 cryptos, ça sert pas à grand chose en soi, tu vas avoir que des petites lignes et ça va te servir à rien. Un peu hors sujet, mais les crypto gaming, on n'a pas connu de pumps aussi, que tu en penses quoi? Les crypto gaming, c'est un grand débat. C'est un grand débat. Alors, j'allais dire que je suis un peu dans le gaming. Non, je joue très peu. J'ai joué à LoL, j'ai tâté LoL pour ceux qui ont joué aussi pendant une certaine période. J'étais main Vel'Koz, si ça vous intéresse. Mais j'ai un petit recul de ce qui se passe dans le gaming parce que j'aime bien regarder des vidéos de The Great Review, j'aime bien regarder, voilà, bref. Je suis pas expert, mais j'ai un œil sur ce qui se passe. Et le problème, moi, ce qui me gêne avec le crypto gaming, c'est que l'argument de tout le monde, c'est oui, mais il faut attendre ce jeu triple A qui va arriver, qui va tout exploser comme Fortnite et qui va faire que les crypto gaming vont prendre de la valeur, machin, je sais pas quoi. Sauf que il faut quand même comprendre qu'il y a des studios de jeux Web 2 qui attendent toute leur vie ce fameux jeu et qui n'arrivent jamais. Donc la probabilité que ce soit un jeu Web 3 qui fasse ça, c'est-à-dire un jeu sur une plateforme inconnue, je prends des plateformes de jeux Web 3 du coup, avec une technologie où la plupart des gens sont réticents et que les gens ont un très mauvais a priori dessus et que ce soit ce jeu qui soit adopté par des millions d'utilisateurs, c'est chaud. C'est chaud. Donc ça, j'aime pas trop. J'ai un peu du mal avec ça. Par contre, de l'autre côté, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que le gaming est le secteur qui a bénéficié du plus de liquidité dans les investissements sur des projets de la part des ventes privées, enfin des fonds pour financer des projets en 2023. Donc il y a des trucs qui se créent. Mais pour l'instant, je suis assez peu convaincu. Crypto Recherche réouvre à nouveau ses portes. Alors est-ce que c'est depuis aujourd'hui? Je crois, ou alors c'est à partir de demain. Mais vous savez normalement qu'on a fermé le groupe parce que c'est un groupe qu'on veut être le plus qualitatif possible. C'est un groupe que je gère avec Paul Crypto Formation, que vous connaissez sûrement, où on fait du contenu beaucoup plus poussé sur, il y a des posts de Paul d'achat de nouveau capital, de suivi de portefeuille, d'analyse du marché. J'avais fait une vidéo sur des tutos d'outils, sur des altcoins, etc. Et c'est un groupe qu'on veut être avec les gens les plus alertes possibles. Et le problème, c'est que la hausse des cryptos avait fait que ça attirait beaucoup de noobs un petit peu, tu vois, genre de gens qui étaient simplement sur le groupe pour acheter en même temps qu'on achetait et vendre en même temps qu'on vendait. Et donc ça fait une sorte de pump and dump et on voulait pas ça. On voulait vraiment que ça soit des gens de qualité qui comprennent pourquoi ils sont là, que c'est pas des gens qu'on tient par les mains, c'est des gens à qui on donne des outils clairs et qui peuvent ensuite prendre les décisions qu'ils veulent. Et donc c'est pour ça qu'on avait fermé le groupe pendant quelques mois et on a décidé de le réouvrir. Donc voilà, vous pouvez aller faire un petit tour et rejoindre Crypto Recherche si vous voulez faire un tour. S'il y en a qui sont sur le groupe, vous pouvez nous donner vos petits retours. Les tarifs, n'oubliez pas de mettre en euros. Il y a des tarifs trimestriels et annuels et mensuels. Vous avez plein d'articles, plein de rapports, plein d'analyses, plein de trucs. Alors déjà, je sais que c'est le plus grand groupe francophone, ça c'est sûr et certain. Et je pense qu'en termes de valeur, on est pas mal non plus. Mais voilà, Crypto Recherche qui réouvre, c'est quand même quelque chose. Et en plus, encore une fois, je fais pas ça du tout pour faire FOMO ou quoi que ce soit. Vous y allez pas, c'est votre choix. Si vous avez justement de l'argent à dépenser pour gagner du temps et de la finesse dans les analyses, vous avez un groupe qui est fait pour vous. Si vous n'y allez pas de souci. Par contre, sans vouloir presser qui que ce soit, c'est des groupes qu'on ferme quand la hype remonte. Parce que forcément, on veut que ce soit des gens qui connaissent, qui savent où ils sont. Et donc, le groupe peut fermer de manière assez subite. Ça va pas fermer dans les 2 prochains jours, hein, pas de panique. Mais quand les cryptos remontent, en général, on ferme un petit peu le groupe pour rester tout à fait entre nous. En quoi avoir plein de petites lignes serait moins lucratif que d'en avoir 4 grosses? C'était sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je vais pas te faire la démonstration mathématique, mais si tu veux déjà la version théorique, c'est que si tu as 4 grosses cryptos, tu vas pouvoir les suivre beaucoup plus en détail. Tu vas pouvoir avoir en tête pour les 4 les targets de prix, zone de résistance si tu veux. Tu vas pouvoir
pouvoir comprendre exactement où est-ce que tu vas pouvoir acheter, vendre, structurer tes positions. Si t'en as 15, c'est plus compliqué. Et en plus, d'un point de vue mathématique, si jamais tu as trop de positions et que tu en as une qui performe, elle va être diluée dans un petit peu toutes les autres. Et donc c'est souvent, surtout que quand tu vas avoir par exemple 15 positions, tu as de fortes chances d'avoir des projets qui perdent de la valeur. Et si tu as des projets qui perdent de la valeur, c'est beaucoup plus dur à reconstituer par les autres. C'est ce que je vous avais dit, c'est que si tu perds 50%, il faut pas plus 50% pour reprendre, il faut beaucoup plus que ça. Donc tu as un peu ce déséquilibre là qui fait que si tu as trop de crypto, ça peut être un petit peu compliqué. Pour ceux qui regardent un petit peu les unlocks, les libérations, etc., on a quand même tendance à beaucoup diaboliser les libérations des personnes qui ont eu des tokens en vente privée, des investisseurs privés, donc tout ce qui va être la team, les VC, etc., ce qui est normal, ce qui est compréhensible. Mais attention quand même à ne pas sous-estimer la puissance des libérations, par exemple, d'écosystèmes développement, de project development, etc. Parce que ce sont quand même de la potentielle pression vendeuse. Imaginons que vous êtes un développeur et que vous avez accès à des allocations, à des grants pour ça, ben vous allez quand même avoir tendance à vendre comme la plupart des gens le font. Et vous voyez que MX, par exemple, on a énormément de pression vendeuse qui se déverse en permanence sur le marché. Tous ces petits escaliers que vous voyez là, c'est des grands 40 millions de dollars à chaque fois. Donc on a beaucoup de projets qui sont un petit peu comme ça. Les prochains gros unlocks, on a 67 millions de dollars sur Aptos, 67 millions de dollars, 63 millions sur Arbitrum et IMX. Et attention aussi à ne pas sous-estimer les unlocks par jour qui ont des chiffres qui sont énormes et qui peuvent être un peu moins tape à l'œil en soi. Mais si vous regardez par exemple WorldCoin, c'était l'exemple parfait du projet avec une tokenomique absolument horrible et qui au final, bah regardez la gueule du truc, là on va arriver sur des libérations monstres et qui a des grands 12 millions de dollars de pression vendeuse qui sont libérés par jour. 12 millions de dollars de pression vendeuse, les gars, ça fait quand même 300 millions de dollars de pression, plus de 300 millions de dollars par mois. Donc c'est quand même assez débile. Faire le prix du WorldCoin, ça fait longtemps que je suis pas allé voir. Ça avait fait de la hype cette merde. Hein. Après c'est toujours pareil, c'est des projets qui... Bon après, ouais, bon, je veux pas être mauvaise langue parce que beaucoup de projets ont cette gueule. Ouais, voilà, quand même, voilà. Là c'est un petit peu plus parlant quand même. Et c'est ce qu'on disait avec ce genre de tokenomics, c'est que c'est exactement le schéma habituel des tokenomics comme ça. C'est-à-dire que vous avez un cliff de 6 mois, donc il y a de la pression acheteuse, boum, là vous pouvez faire beaucoup de prise de profit. Par contre, une fois que vous avez cette hausse, en général c'est lié à un listing Binance, pour le coup je sais pas, on a une grande descente aux enfers. Et Celestia, qui est pourtant l'un des projets de ce type les plus solides qui existent, qui a fait une très belle hausse ces derniers temps, commence un petit peu à avoir cette gueule, voilà vous voyez. Et quand on était là, que j'avais fait une vidéo, la tokenomique horrible de Celestia, tout le monde était là, oui tu t'as dit de la merde, etc. Mais bah au final, les faits montrent quand même que la pression vendeuse qui se libère, même en bullrun, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, la libération, la pression vendeuse en bullrun, etc. C'est quand même quelque chose qui est significatif. Et vous voyez qu'on a les vestings qui arrivent dans quelques temps. Donc la pression vendeuse, il n'en a pas pour cette période-là, sauf que ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'il y a eu un airdrop, donc les gens ont eu accès au airdrop. Plus, quand on a des gros investisseurs, ces gens anticipent ce jour du 4 novembre, là, ou un peu moins, je crois, du 3 novembre. Les gens anticipent cette période-là, donc on ne vont pas acheter, ils vont aller regarder cette charte-là, surtout les gros portefeuilles, ils vont se dire bon bah je rentre pas sur Celestia. Et les gens qui ont des tokens vont se dire bon bah je commence à vendre. Et ça crée une sorte de cercle vicieux qui diminue énormément l'afflux de liquidité qu'on peut avoir. On continue, donc on a fait un petit tour sur tout ce qui va être data, c'est très on-chain ce qui s'est passé, d'accord? C'est, je trouve, très intéressant, mais j'ai discuté avec, je pense que je peux le dire. Ouais. J'ai discuté avec un pote qui travaille chez Citadel, qui est le plus gros fonds d'investissement du monde, en fait. Bah, il m'a expliqué que, en fait, oui, c'est très trading, c'est très mathématique quand il y a la façon dont ils prennent les trades, mais par contre, ils ont quand même avec eux dans leur équipe un économiste, un mec justement qui est vraiment spécialisé en économie, pas en trading, donc en news, en macro, etc., qui va analyser un petit peu tout ce qui est dit, tout ce qui se passe, tout ce qui se fait. D'accord, que va dire Jérôme Powell pendant son discours, quels mots il utilise. Pareil pour la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Tous ces façons de parler, d'amener les choses, ils vont utiliser un économiste pour s'en servir aussi dans la façon dont ils vont trader. Donc on voit que même les gros fonds d'investissement qui ont des stratégies de risque extrêmement structurées vont dans cette direction de regarder ce qu'il se passe d'un point de vue macro. Et je pense que c'est une bonne chose de se fier aux chiffres, mais aussi aux nouvelles et à tout ce qui se passe, parce qu'on a vu que en fait, c'est toujours compliqué de mettre des chiffres là-dessus, mais je pense sincèrement qu'on a un équilibre de 50-50 entre l'afflux, entre les chiffres, entre le volume, la demande et l'offre, et les nouvelles, la spéculation qui tourne autour, surtout dans le marché des cryptos. Et c'est pour ça que c'est intéressant dans notre analyse, je pense, de combler un petit peu les deux.